Salut voyageuses et voyageurs d'Internet, ici Georges. Je fais une courte introduction au texte qui va suivre. Pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez cliquer sur la barre de défilement en bas et sauter directement à la lecture. Je précise aussi que j'utilise un autre micro que celui que j'utilise pour la lecture, qui est un micro que je viens d'acquérir pour faire des podcasts chez moi et continuer mon émission de radio Coup de foudre. Voilà, donc j'espère que la différence de son ne va pas trop vous agresser l'oreille. C'est un petit peu un test aussi puisque je viens tout juste d'acheter ce nouveau micro. Pour justifier ma relative absence ces dernières semaines, j'ai été malade assez fortement puisque j'ai eu en fait une angine bactérienne qui a duré, qui m'a pris la gorge, le nez, qui a remonté dans la mâchoire, dans l'oreille, bref. Ça a enchaîné sur une rhinite, donc vous voyez, j'ai une espèce de combo assez sympa. Ça s'est pas très bien soigné et j'ai des douleurs dans la gorge qui me lâchent pas depuis plus de 2 semaines. Donc non seulement pour mon job, où je vends des instruments de musique, et aussi pour Georges en poésie, forcément, c'est compliqué. Je vous ai posté la lecture d'Anna Akhmatova il y a 3 semaines parce que je l'avais enregistrée avant mon angine, donc j'avais un petit peu entre guillemets de matériel sonore, mais depuis, j'ai pas trop osé vous imposer des lectures avec ma voix abîmée. Cela dit, comme ça me manquait trop, j'ai enregistré un texte de John Irving, dont je vous avais d'ailleurs déjà proposé un texte il y a environ 2 mois, que j'ai beaucoup aimé, qui parle notamment de la naissance de sa vocation d'écrivain. Donc avec un personnage moqué, mis à l'écart, humilié, qui m'a beaucoup touché. Personnellement, j'aime ces personnages abîmés, en fait, en marge, qui réveillent souvent pas mal de tendresse en moi, et puis qui me font penser aux gueules cassées, on va dire, des textes de Bukowski. J'ai choisi de vous diviser ça en 2 épisodes d'environ 15 minutes. Ça me semble être un bon format pour vous faire plaisir aujourd'hui et demain. Voilà, j'espère que ma gorge va pleinement se rétablir dans un futur proche, auquel cas bien sûr je pourrai reprendre mon rythme habituel sur Georges en poésie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel texte vous aimeriez m'entendre dire. Et puis d'ici là, merci encore de rester dans les parages, car sans oreille, pas de compteur. Et je vous laisse avec cette épineuse question, faut-il sauver Piggy Sneed ? Ce qui va suivre est autobiographique. Mais entendons-nous bien, pour l'écrivain non dépourvu d'imagination, toutes les autobiographies sont truquées. La mémoire d'un auteur de fiction ne saurait lui fournir que des détails peu satisfaisants. Il nous est toujours possible d'en imaginer de meilleurs, de plus adéquats. Le détail juste est rarement ce qui s'est produit sans retouche. Le détail vrai, c'est ce qui aurait pu ou qui aurait dû se produire. Je passe la moitié de ma vie à me relire, et sur cette moitié, la moitié du temps à introduire de menus changements. La condition de l'écrivain exige qu'il sache allier l'observation minutieuse à l'imagination, non moins minutieuse, de ce qui ne lui a pas été donné d'observer. Quant au reste, il consiste à se colleter proprement avec le langage. Pour moi, en l'occurrence, travailler et retravailler les phrases jusqu'à ce qu'elles sonnent avec la spontanéité d'une conversation de niveau agréable. Cela posé, je crois que je suis devenu écrivain à cause des bonnes manières de ma grand-mère et aussi, pour être plus précis, à cause d'un éboueur demeuré qu'elle a toujours traité avec courtoisie et gentillesse. Ma grand-mère est la doyenne des diplômés de littérature anglaise de Wellesley College. Elle est dans une maison de retraite, à présent, et sa mémoire a des absences. Elle ne se rappelle plus l'éboueur qui m'a aidé à devenir écrivain, mais elle a gardé ses bonnes manières et sa gentillesse. Lorsqu'un vieillard égaré entre dans sa chambre, à la recherche de ses propres appartements, ou peut-être de son ancienne résidence, elle lui dit « Vous êtes perdu, mon ami ? Je pourrais peut-être vous aider à retrouver la chambre où vous devriez aller. » J'ai vécu avec ma grand-mère chez elle, presque jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est la raison pour laquelle elle m'a toujours appelé son petit. Il est vrai qu'elle n'a pas eu de fils, mais 3 filles. Chaque fois qu'il me faut prendre congé d'elle, aujourd'hui, nous savons bien tous deux que cette visite est peut-être la dernière, et elle me dit toujours « Reviens vite, chérie, tu es mon petit, tu sais. » C'est sa manière à elle de faire valoir, non sans raison, qu'elle est plus qu'une grand-mère pour moi. Toute diplômée de littérature anglaise qu'elle soit, elle n'a pas lu ce que j'écris avec grand plaisir. Pour tout dire, elle a lu mon premier roman et s'en est tenue là depuis.
Le langage et le sujet l'ont choqué, elle n'en a pas fait mystère, et d'après ce qu'elle a pu apprendre par les journaux, l'un comme l'autre se dégrade irrémédiablement dans mes œuvres de maturité. Elle n'a donc pas fait l'effort de lire les romans suivants, et nous convenons tous deux que c'est mieux ainsi. Elle est très fière de moi, dit-elle. Quant à moi, je n'ai jamais trop cherché à savoir ce qui fait sa fierté, au juste. Peut-être le simple fait que je sois parvenu à l'âge adulte, ou encore que je sois son petit. Mais une chose est sûre, elle ne m'a jamais donné le sentiment d'être insignifiant ou mal aimé. J'ai grandi dans Front Street, à Exeter, dans le New Hampshire. Lorsque j'étais enfant, Front Street était bordé d'ormes. Ce n'est pas la maladie qui les a emportés pour la plupart. Les 2 typhons qui se sont abattus coup sur coup dans les années 50 les ont balayés de la surface de la rue, qui s'en est trouvée singulièrement modernisée. C'est Carole qui est passée la première et qui a ramolli leurs racines. Là-dessus, Edna est arrivée, qui leur a donné le coup de grâce. Ma grand-mère me disait souvent, pour me taquiner, que cela devrait contribuer à m'inspirer du respect pour les femmes. Dans mon enfance, Front Street était une rue ombragée et fraîche, même en été, et derrière les maisons, les jardins n'étaient pas clos. Tous les chiens du quartier couraient, où bon leur semblait, à leurs risques et périls. Il y avait un homme nommé Poggio qui livrait ses commandes d'épicerie à ma grand-mère, et un autre nommé Strout qui livrait les pains de glace pour la glacière. Ma grand-mère a résisté jusqu'au bout au réfrigérateur. Monsieur Strout n'était pas l'ami des chiens du quartier, peut-être parce qu'il les poursuivait avec les pinces à glace. Quant à nous, les gamins de Front Street, nous n'embêtions jamais Monsieur Poggio parce qu'il nous laissait traîner tout notre sou dans sa boutique et n'était pas avare de ses bonbons. Monsieur Strout non plus, nous ne l'embêtions jamais, à cause de ses pinces et de son attaque homérique contre les chiens du quartier, dont nous imaginions aisément pouvoir faire les frais, le cas échéant. Mais les boueurs, lui, n'avaient pour nous ni carottes, ni bâtons, de sorte que nous lui réservions notre trop-plein d'agressivité. Nous le narguions, nous lui faisions des farces et des misères en tout genre. Son nom de famille était Sneed, et nous l'appelions Piggy, petit cochon. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui pue autant, sinon peut-être un mort, dont les effluves ont atteint mes narines un jour à Istanbul. Et il faudrait être un cadavre pour paraître plus repoussant que Piggy l'était pour nous, les gamins de Front Street. Je m'étonne qu'aucun d'entre nous ne lui ait jamais trouvé un surnom plus original. Mais il faut dire que, d'abord, il habitait dans une porcherie. Il élevait des cochons et il les abattait lui-même. Qui plus est, il vivait avec eux. Autrement dit, il n'y avait plus que la porcherie elle-même et pas de corde ferme. Il n'y avait qu'un seul tuyau de poêle dans l'un des box. Ce box-là était chauffé par un poêle pour le confort de Piggy Sneed. Et, du moins est-ce ce que nous imaginions, ces cochons se pressaient autour de lui l'hiver afin de profiter de sa chaleur. En tout cas, son odeur le laissait à penser. En outre, du fait de son retard mental unique en son genre et de sa promiscuité avec ses frères inférieurs, il avait acquis, comme par contamination, un certain nombre de mimiques et d'attitudes porcines. Il avançait la tête lorsqu'il s'approchait des poubelles, comme s'il fouissait le sol avec voracité. Il clignait ses petits yeux rouges, son nez se fronçait avec toute la vigueur d'un groin. Son cou se plissait de profonds sillons roses. Les poils follets qui lui poussaient çà et là le long des joues ne ressemblaient en rien à une barbe. Il était petit, trapu, costaud. Il vous hissait les poubelles sur son dos et vous en catapultait le contenu dans la benne du camion à claire-voie, où il y avait toujours quelques cochons perpétuellement avides de recevoir les ordures. Peut-être n'emmenait-il jamais les mêmes cochons, peut-être était-ce une gâterie qu'il leur réservait. Ainsi, ils étaient les premiers à recevoir leur ration, avant même le retour du camion au bercail. Ils ne collectaient que les ordures ménagères, ni papier, ni métal, ni plastique, et tout allait à ces cochons. C'était tout ce qu'il faisait dans la vie, autant dire qu'il était spécialisé. Il était payé pour ramasser les ordures dont il nourrissait ses cochons. Quand il avait faim lui-même, c'est du moins ce que nous nous figurions, il mangeait un cochon. Un entier, d'un seul coup, disions-nous dans Front Street. Mais ce qui le rapprochait le plus du cochon, c'est qu'il ne savait pas parler. Soit son retard mental l'avait privé de langage humain articulé, soit, à un stade antérieur, il l'avait empêché de l'acquérir. Piggy Sneed
ne parlait pas, il grognait, il couinait. Il faisait « oui ». Telle était sa langue, il la tenait de ses amis comme nous la nôtre. Nous, les gamins du quartier, nous passions derrière lui en catimini pendant qu'il déversait ses ordures sur ses porcs, et nous lui faisions peur, cachés derrière les haies, les devants de portes, les voitures garées, les garages et les embrasures de caves. Nous faisions mine de lui sauter dessus sans jamais nous approcher trop, et nous lui couinions après. « Piggy, Piggy, oui, oui !» Il s'affolait, il plongeait en avant à tout hasard, il sursautait comme un idiot. Chaque fois, il se faisait avoir, comme s'il n'avait aucune mémoire, et il couinait comme un cochon en retour. On aurait dit que nous lui avions planté le couteau à égorger dans la chair. Il nous gueulait « oui !» comme s'il nous avait surpris à le saigner dans son sommeil. Je ne pourrais jamais reproduire son cri. C'était un cri affreux qui nous faisait pousser des hurlements et d'étaler pour nous cacher. Et une fois remis de notre terreur, nous avions hâte qu'il revienne. Il passait 2 fois par semaine, quel luxe! À peu près toutes les semaines, ma grand-mère le payait. Elle sortait par derrière du côté où il garait son camion, à l'endroit où, bien souvent, nous venions juste de lui faire peur et de le laisser à ses grognements, et elle lui disait « Bien le bonjour, monsieur Sneed !» Aussitôt, il retombait en enfance. Il faisait semblant d'être très occupé. Il devenait d'une timidité pénible, d'une gaucherie douloureuse. Une fois, il avait essayé de se cacher le visage dans les mains, mais elles étaient pleines de marc de café. Et une autre, il avait croisé les jambes si brutalement en essayant de détourner le visage qu'il s'était affalé aux pieds de grand-mère. « Ça fait plaisir de vous voir, monsieur Sneed », disait-elle, sans laisser moindrement paraître que sa puanteur l'incommodait. « J'espère que les enfants ne sont pas insolents avec vous. Vous n'êtes pas obligé de supporter leur vilaine manière, vous savez. » Sur quoi elle lui payait ce qu'elle lui devait, jetait un coup d'œil entre les planches du camion où les porcs attaquaient sauvagement les ordures qu'il venait de leur jeter, et leur prochain à l'occasion, et elle disait « Ils sont superbes ces porcs, ils sont à vous? Ce sont les mêmes que la semaine dernière ou bien des nouveaux ?» Mais malgré tout son enthousiasme à l'égard de ces bêtes, elle ne parvint jamais à amadouer Piggy Sneed, au point qu'il lui réponde. Il trébuchait, sans mêler les pieds et se tortillait autour d'elle, à peine capable de contenir sa jubilation. Ma grand-mère pensait visiblement le plus grand bien de ses cochons, et elle lui semblait même penser le plus grand bien de lui, de tout cœur. Il grognait gentiment pour la payer de retour. Comme de juste, lorsqu'elle rentrait dans la maison et qu'il faisait marche arrière pour s'en aller avec son camion bien mûr, nous les gamins nous le surprenions une fois de plus en surgissant de part et d'autre du véhicule, ce qui leur inspirait à lui et à ses cochons des couinements effarés et des grognements de rage censés intimider l'adversaire. « Piggy, Piggy, Piggy !» Il vivait à Stratham, sur une route qui quittait notre ville pour longer l'océan, à une 12aine de kilomètres de là. Avant mes 7 ans, j'ai, comme je l'ai déjà dit, déménagé et quitté la maison de ma grand-mère pour m'installer avec mes parents. Comme mon père était professeur, nous étions logés au lycée. Le lycée d'Exeter était un lycée de garçons à l'époque, si bien que nos poubelles, ordures ménagères et déchets non biodégradables confondus, étaient ramassés par l'école. J'aimerais bien pouvoir vous dire qu'en devenant adulte, j'ai pris conscience avec regret de la cruauté des enfants et que je fais désormais partie d'une association caritative qui s'occupe des gens comme Sneed. Mais il n'en est rien. Le code des petites villes est simple, mais il couvre tout. Si bien des formes de folie sont permises, on y ferme aussi les yeux sur bien des formes de cruauté. Piggy Sneed était toléré. Il lui était loisible de rester tel qu'il était et de vivre comme un cochon. Les adultes le toléraient comme on tolère un animal inoffensif. Mais les enfants allaient plus loin, ils l'encourageaient à être un cochon. Certes, en grandissant, nous avons compris qu'il était demeuré et nous avons appris, au fil du temps, qu'il buvait un peu. Le camion à claire-voie qui puait le cochon, les ordures, ou pire encore, tanguait par les rues de la ville, dans mon jeune temps. On le laissait faire, on le laissait renverser un peu de sa cargaison sur le chemin de Stratham. Quel trou, Stratham! S'il y a bien un provincialisme dans les petites villes, c'est celui qui consiste à se moquer des plus petites. Stratham n'était pas Exeter, ce qui n'est pas beaucoup dire. Dans un roman de Robertson Davies, qui s'appelle L'objet du scandale, il écrit, à propos des villageois de Deptford, « Nous étions des gens sérieux,
Notre communauté ne manquait de rien et nous n'avions pas le moindre complexe par rapport aux villes plus grandes. En revanche, nous considérions avec un amusement apitoyé le village de Bowles Corner, qui se trouvait à 6 kilomètres de chez nous et comptait 150 âmes. Être de Bowles Corner, pour nous, c'était être un irrécupérable pecno. Stratham était notre Bowles Corner à nous, les enfants de Front Street. C'était irrécupérablement pecno. Lorsque j'ai atteint l'âge de 15 ans et que je suis entré dans le cycle préuniversitaire, j'ai conçu un tel sentiment de supériorité à l'égard des habitants de Stratham que je m'étonne encore de m'être engagé dans leur brigade de pompiers volontaires. Je me souviens pas comment la chose s'est faite. Je crois me rappeler qu'il n'y avait pas de volontaires à Exeter. Nous devions avoir des pompiers professionnels, sans doute. Il y avait plusieurs habitants d'Exeter, peut-être en mal de volontariat, dans l'équipe de volontaires de Stratham. Peut-être, dans notre souverain mépris pour ces paysans, nous figurions-nous qu'ils seraient incapables d'éteindre leurs incendies tout seuls. Il faut bien avouer aussi que, au milieu de la routine et des contraintes de la vie lycéenne, s'engager dans une action qui pouvait requérir vos services sans préavis aucun avait quelque chose de palpitant. C'était ce téléphone qui sonne dans la nuit et qui vous donne un coup au cœur, comme la sirène déclenchée par le cambrioleur. Cet appel du danger qui, tel le bip du médecin, trouble la solitude et la quiétude bien organisée du cours de squash. Nous, les gosses de Front Street, cela nous donnait de l'importance. Et au fur et à mesure que nous grandissions, cela nous valait un statut que seules les catastrophes assurent aux jeunes. Au cours de mes années de lutte contre le feu, je n'ai jamais sauvé personne, pas même un chien ou un chat, jamais subi le moindre début d'asphyxie ni la moindre brûlure, jamais vu qui que ce soit tomber hors du filet de sécurité. Ma seule blessure en service, je la dois à un camarade qui balançait son extincteur dans l'entrepôt où j'étais parti à la recherche de ma casquette de baseball. J'ai pris l'extincteur en pleine figure et j'ai saigné du nez environ 3 minutes.